Bonjour. On va donc commencer un autre chapitre, un nouveau chapitre, qui est celui des spectres des rayons X. Donc nous allons voir un peu leur production, rapidement vous allez voir, et également l'interprétation du spectre obtenu. Alors je vais commencer par situer cette chose-là dans son contexte historique. À la fin du 19e, les physiciens étudiaient beaucoup les spectres obtenus par des tubes qu'on appelle à décharge. L'exemple que j'ai pris là, c'est un tube qu'on appelle de Crookes. Il a mis au point un tube dans lequel règne un vide partiel, c'est-à-dire vous avez une pression d'un gaz, mais qui est très faible, de l'ordre de 10-4 à 10-6 pascal. Le tube contient également deux électrodes alimentées par un générateur de haute tension. Alors, je vous donne ici le schéma du tube de Crookes. Vous avez la cathode qu'on va donc brancher à la borne négative. Ici, vous avez l'anode que l'on va brancher à la borne positive. À l'intérieur du verre, vous avez une faible pression d'un gaz. Et là, vous avez un filtre, tout simplement. C'est un objet qui va nous permettre de déterminer plus tard la nature en fait du faisceau émis. Alors, si je branche ce tube de Crookes à une très grande tension, de l'ordre de quelques kilovolts, c'est des tensions accélératrices qui sont très grandes, eh bien, il va provoquer l'apparition de ce qu'on appelle des rayons cathodiques, que l'on voit sur ce dessin-là. Ils sont visibles parce que sur les parois du verre, on a mis une couche d'une matière fluorescente et quand les rayons cathodiques viennent frapper sur cette couche-là, eh ben, il y a fluorescence. Et on voit bien donc finalement l'image de l'objet qu'on a mis au départ et tout se passe en fait comme si c'est une image optique tout simplement et que comme si nos rayons ici se transformaient, se propageaient en fait en ligne droite. Alors il faut se rappeler que du temps de Crookes, la nature électronique du faisceau n'était pas très bien comprise et on appelait en fait ces rayons-là des rayons cathodiques. Dans la réalité, en fait, c'est un rayonnement d'électrons et il prend son nom en référence à la cathode qui va émettre ce vaisseau d'électrons. Alors l'interprétation est simple, elle fait appel au tube à décharge que nous avons déjà étudié. Donc la haute tension accélératrice entre les électrodes, provoque l'ionisation du gaz contenu dans l'ampoule. Ces ions positifs obtenus vont aller vers la cathode et ils viennent éjecter beaucoup d'électrons. Et ces électrons-là, ils vont finalement être accélérés par l'anode. Donc, ils vont heurter les parois du verre qui contient une matière fluorescente et donc d'où l'image fluorescente du verre. Les atomes excités, quant à eux, vont revenir à l'état fondamental en émettant tout simplement un rayonnement et les réactions vont ainsi s'enchaîner. La production des rayons X, quant à elle, se fait par un tube qui est légèrement différent du tube de Crookes, donc qui s'appelle le tube de Coolidge. Alors c'est également un tube qui contient un gaz sous vide de l'ordre de 10-4 pascal, recouvert d'une enceinte. Donc dans le tube de Coolidge que j'ai ici schématisé par la chose suivante, vous allez trouver un filament. Ce filament, il est branché à une différence de potentiel pour que, à la sortie, on ait ici un faisceau d'électrons. D'accord? Donc, il y a émission ici d'électrons par effet thermoélectronique. Ensuite, à l'anode, je vais mettre un matériau qui est au moins un métal de transition avec des nombres atomiques Z relativement grands. Et je vais venir brancher cette anode-là à une borne positive et la cathode qui est finalement le filament, je vais la brancher à une borne négative. Cette différence potentielle U, c'est une tension accélératrice. Donc finalement, mes électrons émis par le filament vont être accélérés, ils vont tomber sur l'anticathode et ils vont émettre un faisceau de rayons qu'on appelle les rayons X.
À cette période-là, ils étaient inconnus, donc on les a appelés les rayons X. Supposons que je bombarde une cible de tungstène, donc la cible, ça va être mon anticathode, avec des électrons sous des tensions croissantes, c'est-à-dire ici, au fur et à mesure, je vais augmenter cette tension accélératrice. Et je vais étudier pour chaque tension accélératrice la répartition du spectre obtenu, c'est-à-dire l'évolution de l'intensité du faisceau X en fonction de la fréquence qui est obtenue. Eh bien, on va obtenir le schéma ci-dessous. Donc là, on a deux spectres pour vous voyez, deux tensions accélératrices différentes, une pour 50 kV et l'autre pour 90 électronvolts. Donc dans les deux cas, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'il y a une fréquence ici minimale à partir de laquelle commence un spectre continu dans le premier cas et dans le deuxième cas. Sur ce spectre continu, je vois apparaître des raies caractéristiques, vous voyez, des raies très intenses. Ces raies-là sont intenses par rapport, de la même manière-là, par rapport au spectre continu. Vous avez ici une série que je vais appeler L, nous verrons tout à l'heure quelle est l'origine de ces noms, et là, une série que je vais appeler K. Donc le spectre des rayons X est la somme finalement d'un spectre qui est continu plus un spectre de raies distinctes que j'appelle des raies caractéristiques. Donc on obtient un spectre continu qui s'arrête vers les courtes fréquences. Des raies d'émission très intenses apparaissent, elles se détachent du spectre continu et on va les appeler des raies caractéristiques. En fait, elles sont vraiment caractéristiques de l'anticathode. Alors si je cherche à interpréter ce spectre-là, il faut étudier l'interaction des électrons avec la matière. Donc, elle se traduit globalement par un ralentissement des électrons. Donc, l'énergie cinétique perdue se manifeste sous différentes formes. Une partie va être convertie en énergie interne, c'est de la chaleur. Et vous voyez que 99% de l'énergie cinétique des électrons est finalement perdue dans la substance. Ça veut dire qu'il reste 1%. Donc, le rendement du tube à rayon X est très très faible. Ce 1% est rayonné en dehors de la substance et je vais l'appeler un photon X. Donc la cible est formée par un métal de numéro atomique Z. Ça peut être du cuivre, ça peut être du tungstène, du molybdène, etc. Les expériences ont montré que les photons X sont une onde électromagnétique. Donc ce ne sont pas comme les rayons cathodiques qui sont des électrons, c'est bien une onde électromagnétique. Ils ont une longueur d'onde de l'ordre de 10-8 à 10-11 angstrom. Si je viens les placer dans le spectre des ondes électromagnétiques que voici, on reconnaît le spectre visible qui se termine par les UV. Ensuite viennent les rayons X et ensuite les rayons gamma qui sont hautement énergétiques. Donc, les longueurs d'onde des rayons X varient de 10-8 à 10-11 mètres, c'est-à-dire une centaine jusqu'à, 10-2, je vais dire, jusqu'à une dizaine d'angstroms. Notez que cette longueur-là est de l'ordre des dimensions atomiques, c'est quelques angstroms. De la même manière, leurs énergies, 10-2 à 10-5, correspond à des énergies des électrons des couches internes des atomes. Ça varie de 10,2 à 10,5 électronvolts. Maintenant, on va essayer d'interpréter le faisceau des rayons X et je vais commencer par le spectre continu. Alors, on a dit que quand un électron accéléré tombe sur de la matière, eh bien, il y a perte d'énergie et émission de rayonnement. Par deux processus que l'on va voir. L'électron va venir interagir avec le champ du noyau. Deuxièmement, l'électron va venir interagir avec le champ des électrons des atomes. Donc, rappelons que toute charge accélérée produit un rayonnement électromagnétique. Nous avons déjà vu la situation du dipôle oscillant dans le cas des lasers. La situation est très similaire ici. Donc, le rayonnement de freinage ou de Bremsstrahlung est émis lorsqu'un électron incident subit à proximité d'un noyau
une force électrique F qui va incurver sa trajectoire. Ici, je vais considérer un noyau de l'anticathode. Voici votre électron incident qui a une énergie cinétique. Quand il s'approche du noyau, eh bien, il va être émis à la force électrostatique, finalement. Et donc, je vais supposer ici que j'ai une courbe qui est circulaire, à la sortie de laquelle l'électron va perdre un peu d'énergie en émettant un photon qui a tout simplement une énergie qui est la différence entre l'énergie de départ et l'énergie de l'arrivée. En fait, les électrons qui ont une énergie transforment cette énergie cinétique au hasard des collisions successives. Donc, il va y avoir des collisions successives à la suite desquelles les électrons vont perdre ces énergies. Ces états peuvent être assimilés à des freinages successifs subis par l'électron quand il rencontre des atomes de l'anticathode, les noyaux principalement. La fréquence limite que l'on peut obtenir par ce procédé correspond à la perte totale de l'énergie par arrêt brutal. En fait, supposons qu'il y ait un choc et au cours de ce choc, l'énergie de l'électron est totalement absorbée par le choc. Donc, je vais pouvoir écrire que l'énergie cinétique égale EV égale h nu, nu étant la fréquence maximale, on va dire du photon émis, ou la lambda, la fréquence minimale du photon émis, que l'on peut calculer par cette équation-là. Et donc, il faut ajouter que cette équation fournit la base d'une excellente mesure de la constante H. Notez que cette fréquence minimale, ou la longueur d'onde extrémale, ne dépend en aucun cas c'est pas une caractéristique de l'anticathode. Elle ne dépend que de l'énergie cinétique de départ du faisceau d'électrons émis. D'autres électrons transmettent leurs énergies à la suite de plusieurs chocs et donnent naissance à des photons de moindres énergies, de longueur d'onde supérieure, qui composent donc le spectre continu. Maintenant, pour les raies caractéristiques, eh bien, c'est l'interaction de l'électron avec incident, avec les électrons de la matière. Donc, contrairement au spectre continu, le spectre des raies est une caractéristique de l'anticathode. Nous allons voir pourquoi. Sous l'impact des électrons incidents, une couche électronique d'un atome de l'anticathode peut perdre un électron qui est expulsé. Il faut évidemment que l'électron incident ait une énergie qui soit supérieure à l'énergie de liaison. Par exemple, si je suppose que j'ai un électron dans la couche K, il faut au moins apporter une énergie pour expulser cet électron, c'est-à-dire au moins une énergie de l'ordre de EK. L'atome va se trouver alors dans un état excité et il va se désexciter par un passage d'un électron de la couche L, par exemple, vers la couche K. Donc le faisceau incident va avoir une énergie H nu égale à EK moins EL. Voici donc le dessin pour résumer ces phénomènes-là. Nous avons vu dans l'atome de bord que les niveaux d'énergie atomique sont des niveaux discrets. Ici, je vais appeler la couche K n égale à 1, la couche L n égale à 2, la couche M n égale à 3 et ainsi de suite. Et vous voyez que quand vous apportez une énergie qui est supérieure à celle de la couche K, un électron va être ionisé, donc il va partir. Un électron de la couche L va venir le remplacer. Donc je vais appeler cette raie, vous avez émission ici d'un photon qui est d'énergie H nu égale EL moins EK. Donc cette raie caractéristique, elle dépend bien, vous voyez, des niveaux énergétiques de l'atome de l'anticathode. Je vais l'appeler K. La série K, c'est toutes les transitions qui ont lieu avec la couche K. D'accord? L'indice alpha, ça veut dire que l'électron de la couche qui vient juste après K a transité vers la couche K. L'indice bêta, ça veut dire que c'est la deuxième couche qui vient transiter vers la couche K, et ainsi de suite. Maintenant, si un électron de la couche L est arraché, vous voyez, un électron de la couche M peut venir remplacer ce trou en émettant une raie caractéristique que j'appelle L alpha. Alpha parce que tout simplement,
c'est la couche M qui suit la couche L. Si cet électron de la couche N vient remplacer le trou de la couche L, eh bien, je vais lui mettre L indice bêta et ainsi de suite. Remarquons que l'on peut préciser encore la description en tenant compte de la structure fine du nuage électronique. En fait, on sait que les nombres quantiques définissent l'état sont N, L, M et le spin, et que finalement, eh ben, les états sont tous dégénérés, sauf bien évidemment la couche K. Donc ici, vous avez dégénérescence 1. Dans la structure fine, la couche L est dégénérée de L plus 1, ça fait, ici L égale à 1, ça fait 3. Ici L égale à 2, ça fait 5, etc. Donc, si un électron de la couche K est arraché, vous pouvez avoir un électron de la couche L qui va venir le remplacer. Évidemment, ici, il faut respecter les règles de transition, à savoir delta ML égale plus ou moins 1. Donc, vous voyez, de la couche L, vous ne pouvez avoir que 2 transitions vers la couche K. Donc, puisqu'il y en a 2, alors la première, je vais l'appeler K alpha 1, ou la deuxième, je vais l'appeler K alpha 2. Maintenant, vous pouvez très bien avoir une transition de la couche M vers la couche K. Donc, pareil, qui vérifie les règles de transition. Je vais l'appeler, c'est une raie K, toujours, parce qu'elle tombe sur le niveau K. Mais cette fois-ci, on va lui mettre bêta 1 et bêta 2 éventuellement, parce qu'elles viennent de la couche qui vient après de la deuxième couche par rapport à K. Et ainsi de suite. Supposons maintenant que nous avons un électron de la couche L qui est arraché. S'il est remplacé par un électron de la couche M, donc je vais l'appeler la série L, alpha 1, alpha 2, alpha 3, parce qu'ils émanent de la couche qui vient juste après la couche L. Si cet électron est remplacé par un électron de la couche N, donc je vais l'appeler L bêta 1, bêta 2, et ainsi de suite. Évidemment là, toutes ces transitions-là, je rappelle, vérifient les règles de sélection que nous avons déjà vues. Alors Moseley a montré en 1913 que l'on pouvait calculer ces fréquences des raies caractéristiques par une formule qui a la formule A, nu égale A Z moins sigma au carré. Donc A est une constante et sigma, c'est ce qu'on a appelé la constante d'écran dans le chapitre des atomes à plusieurs électrons. Z est un numéro atomique. Par exemple, pour des éléments qui ont un Z très grand, de 20 à 30, eh bien, Moseley a trouvé que cette formule-là peut très bien fitter les raies caractéristiques. Dans cette formule, RH, c'est la constante de Rydberg, C, c'est la constante de la lumière, et on peut interpréter grossièrement cette formule à l'aide de la théorie de Bohr, finalement, relative à l'atome d'hydrogène. Même si, je rappelle, il s'agit ici de métaux lourds dont le nombre atomique est compris entre 20 et 30 ou même au-delà. Alors, si on admet qu'un électron de la couche électron incident chasse un électron de l'atome placé sur la couche K, n égale à 1, un électron de la couche n égale à 2, qui est finalement la couche L, vient le remplacer. Donc j'écris tout simplement nu 1, 2, la transition égale 1 sur n, ça c'est moins EI, 1 sur n au carré n égale à 1, ici n égale à 2. Et ça vous fait donc 0,75, 1 moins 1 quart, ça fait 75, c'est z au carré. Ça, c'est dans le modèle de Bohr. Mais vous voyez bien finalement que ce modèle-là, il est équivalent à la loi de Moseley. Pourquoi? Parce que pour des z très grands, que vous ayez z ou que vous ayez z moins 1, ça ne change pas grand-chose. Donc finalement, cette forme-là, elle fit très bien la loi de Moseley que vous avez ici, à condition que Z soit élevé, ce qui est le cas puisqu'on a dit dans les rayons X, on utilise des anticathodes qui ont un nombre Z très grand. La quantité sigma est appelée coefficient d'écrantage, c'est l'écrantage tout simplement, peut être interprété.
Tout se passe comme si on pouvait appliquer le calcul de bord des niveaux d'énergie à tous les atomes, mais en diminuant la charge réelle du noyau d'une charge effective sigma. C'est le modèle tout simplement des atomes à champ moyen que nous avons vu dans le chapitre des atomes à plusieurs électrons. Donc la valeur de sigma reflète l'effet d'écran exercé par la présence des autres électrons intercalés entre le noyau et l'électron qui effectue la transition. Donc de façon grossière, l'électron subissant la transition voit le noyau avec une charge Z diminuée du nombre d'électrons qui sont les plus proches que celui du noyau. Si je viens tracer la loi de Moseley, racine de nu1, 2, donc ça va vous faire, ici je reviens sur la voici l'expression de la loi de Moseley, nu égale une constante z moins quelque chose au carré, je vais tracer racine de nu, finalement en fonction de z, et bien vous voyez que c'est une droite, et on voit bien que pour les raies K alpha par exemple, hein, c'est vraiment une droite, pour l'arrêt K alpha, L alpha également, pour l'arrêt et la variable, c'est le numéro Z atomique, par exemple. Donc, je précise que pour le niveau K, sigma est de l'ordre de 1 à 2. Pour le niveau L, le sigma est de l'ordre de 10. Hein. Pour le niveau M, sigma, elle est de l'ordre de 20. Donc, cet ordre-là, je vous ai proposé un exercice hein, dans la série 4 des atomes à plusieurs électrons qui permet de calculer cet ordre de grandeur pour des atomes différents de l'atome d'hydrogène.